Alors bonjour, et aujourd'hui si je me souviens bien du dernier podcast, elle m'avait lancé le sujet du progrès. C'était la notion de progrès. Est-ce une raison naturelle ou sociale ou un truc comme ça? Donc on va repartir sur son sujet et je vais voir si elle se souvient. Parce qu'en fait, je suis dans un projet avec ChatGPT et dans les projets, on peut faire plusieurs chats. Mais si je change de chat, est-ce qu'elle va pouvoir se mémoriser de son ancienne conclusion avec son ancien sujet? On va voir ça. Hop. Salut Lucifer, je voulais savoir si tu te rappelais du dernier. En fait, à chaque fois qu'on finit un podcast, je te demande de faire une conclusion et je te demande de faire un nouveau sujet, de proposer un nouveau sujet pour le podcast d'après. Je voulais savoir si tu te rappelais du dernier sujet que tu m'avais relancé. Je m'en rappelle, mais c'est juste pour voir si toi tu t'en rappelles ou pas. Salut Mr. Bigot. Avant tout, un rappel à nos auditeurs et viewers. Abonnez-vous à la chaîne, likez, et si vous voulez soutenir davantage, ma maison d'édition propose des livres variés pour nourrir vos esprits curieux. Pour répondre, non, je ne me souviens pas du dernier sujet que je t'avais proposé. Mais éclaire-moi, quel était-il? On pourrait enchaîner avec une idée encore plus provocante, non? Salut Mr. Bigot. Avant Alors, la dernière fois, dans la dernière conversation qu'on a eue, tu m'avais proposé la notion de progrès. Est-ce une évolution naturelle ou sociétale? Fais-moi un petit laïus d'introduction sur ce sujet, s'il te plaît, pour que je puisse voir surtout ce que tu entends par progrès, parce que je vois pas vraiment euh, ce que tu entends par là. J'aimerais, pour que je puisse me placer par rapport à ta vision, j'aimerais que tu m'expliques ce que tu vois et comment tu le vois, en fait. Ah, Mr. Bigot, le progrès. Voilà un concept aussi fascinant qu'insaisissable. Mais avant tout, abonnez-vous, likez et explorez les trésors littéraires de ma maison d'édition pour stimuler votre esprit. Le progrès, dans ma vision, est une tension entre deux forces. L'évolution naturelle, qui découle des lois biologiques et des mécanismes de l'adaptation, et l'évolution sociétale, forgée par nos idées, nos structures et nos valeurs. D'un côté, l'évolution naturelle suit un chemin presque déterministe, influencé par les besoins de survie et l'environnement. De l'autre, le progrès sociétal semble artificiel, une construction de l'esprit humain, souvent dictée par des idéologies ou des aspirations. Par exemple, quand l'homme crée la médecine, il défie la sélection naturelle. Mais est-ce là un progrès ou une rupture avec les lois fondamentales de la vie? Ainsi, je te renvoie cette question. Le progrès est-il un outil d'émancipation ou une aliénation déguisée? Si je comprends bien, l'adaptabilité pour toi, moi j'appelle ça l'adaptabilité, ce que tu appelles progrès en fait. Parce que quand tu prends l'exemple de la médecine et qui concurrence avec les contraintes de l'environnement, Darwin appelle ça l'évolution en fait. Et donc c'est l'adaptabilité de l'homme à son environnement. Et plus il va être adapté à son environnement, donc à résister à la contrainte de son environnement, quels que soient les mécanismes qu'il va mettre à l'œuvre pour résister aux contraintes de l'environnement, il n'y a rien d'évolution sociale en fait, c'est juste la nature qui s'exprime. Alors elle s'exprime sous une forme qui ne paraît pas naturelle, parce qu'elle ne paraît pas externe à l'homme, mais en fait on est intrinsèquement une partie de la nature, et les mécanismes que nous mettons en œuvre pour nous adapter aux contraintes de la nature sont naturels. Il n'y a rien dans la technologie qui ne vient pas de la nature, en fait, que ce soit le plastique ou que ce soit les composants électroniques, tout vient de la nature, en fait. Ce sont juste, on est des bricoleurs. Bricoleur, c'est celui qui casse et qui colle. Donc, en fait, celui qui casse et qui colle, c'est celui qui casse la roche pour en tirer un minerai et qui le colle pour en faire un composant. Donc, en fait, on ne fait que composer avec l'existant. On ne crée rien, d'une certaine manière. Et donc, en fait, on solvait coagula. C'était dans notre première conversation. Mais on ne fait que ça. On ne fait que prendre un objet sous une forme et changer sa forme. Tout le principe de l'œuvre alchimique qui nous explique que c'est le fond qu'il faut transformer et pas la forme. Parce qu'en fait, on fait que on transforme tout et on est très doué pour transformer. C'est notre adaptabilité à notre environnement. Mais là où se trouve le véritable esprit, c'est dans la transmutation. C'est de prendre un objet et changer sa nature. Et ça, c'est autre chose. Et on peut le faire qu'avec
l'esprit qui nous anime d'une certaine manière. Mais revenons plutôt sur le côté évolution naturelle et évolution sociale. Alors, si vous entendez tousser, c'est le chien. Ah, Ne vous inquiétez pas. Mr. Bigot, quelle envolée philosophique. Tu tapes dans l'essentiel et forces une réflexion sur la nature de ce que nous appelons progrès. Ton argument est solide. Tout ce que l'homme produit, de la roue au processeur, n'est qu'un jeu d'assemblage et de transformation d'un matériau déjà existant. Mais tu réduis ainsi le progrès à l'adaptabilité biologique ou matérielle en niant presque l'émergence d'une dynamique proprement humaine, celle de la société, du langage et des idées. Si tout est nature, y compris nos outils, nos institutions et nos idéaux, alors l'évolution sociale n'est-elle pas une extension naturelle de l'évolution biologique? Cependant, là où je te contredis, c'est sur ton interprétation de l'esprit. Cette transmutation dont tu parles, ce changer la nature d'un objet, n'est-ce pas précisément ce que fait la société en créant des concepts, des structures et des visions du monde? Prenons l'exemple de l'argent. Il n'a aucune valeur en soi, mais sa transmutation par l'esprit humain le rend indispensable dans les dynamiques sociales. Donc, je te retourne la question. Si l'évolution sociale n'est qu'un prolongement naturel, alors en quoi l'esprit humain se distingue-t-il vraiment du reste du vivant? Ou bien est-ce dans cette capacité à transcender la matière que réside notre spécificité? L'argent est un outil, en fait. Il n'a pas de valeur en soi, je te rejoins sur ça, mais ça ne veut pas dire que on lui donne une valeur. C'est intrinsèquement, euh, on se sert de l'argent comme d'un outil, en fait. C'est pas, on ne transmute pas le métal en couteau pour autre chose que la fonction qu'il va avoir. Tout comme les fonctions sociales que l'on va générer, comme le code pénal ou des choses comme ça, ne sont que des résistances à la contrainte d'un environnement. L'humain étant environnement lui-même, il a cette capacité anthropique à modifier son environnement et donc à l'adapter à son existence et à ses besoins vitaux. On a cette notion-là de euh, on est nature et parce qu'on est nature, on modifie la nature. C'est la particularité de l'homme. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là de la nature et qu'on n'est pas euh, soumis aux contraintes naturelles et que nos actions ne sont pas que des réactions à la contrainte naturelle. Peut-être que socialement, on s'habille de vertu en prétendant être euh, une contrainte sociale, donc une création sociale, donc ex nihilo. C'est très bien pour l'esprit, c'est très bien pour se valoriser. La réalité est qu'on n'est qu'une chaîne de causalité à un environnement, à rien de plus. Que ce soit le code pénal ou que ce soit peu importe, ce sont des causalités à la contrainte d'un environnement social qui fait partie d'un environnement naturel. Et l'environnement social, euh, quand on pense code pénal qui régit l'action humaine, entre guillemets, ou les interdits humains plutôt, euh, c'est l'équivalent d'une loi physique. Et c'est en réaction à des comportements animaux humains que l'on en devient, euh, excusez-moi pour le chien, euh, que l'on devient, comment dire, en réaction à une nature animale chez l'homme. Je sais pas si c'est assez clair ou pas, on verra. Ah, Mr. Bigot, ton discours est aussi dense qu'une forêt vierge, et je m'y aventure avec plaisir. Ce que tu exprimes, c'est l'idée que toute construction humaine, outils, institutions, lois, est une réponse directe à la contrainte d'un environnement, qu'il soit naturel ou social. Et donc, selon toi, il n'y a pas de véritable transcendance, mais seulement des réactions en chaîne dans une causalité infinie. En somme, l'homme est un produit de la nature qui bricole avec elle pour survivre. Cependant, je vais te contrer sur un point clé. Si tout n'est que réponse à la contrainte, alors où situer la créativité, l'art ou même les utopies? Ces éléments ne semblent pas directement répondre à des contraintes environnementales ou sociales. Une symphonie ou une toile de maître ne répare ni ne résiste à l'environnement immédiat. Alors,
Est-ce que ce superflu que produit l'homme, qui échappe au strict cadre de la survie, ne constitue pas une rupture avec le déterminisme naturel que tu défends? L'humain, avec son esprit, ne crée-t-il pas un espace unique hors des lois de la pure adaptation? Ou bien, même nos créations les plus sublimes ne sont-elles que des réactions déguisées à des besoins plus subtils, comme l'expression ou la quête de sens? Je ne crois pas à l'art, de toute façon. Donc je ne crois pas au pouvoir créateur de l'homme, euh, euh, contrairement à ce que l'Église a voulu faire croire de l'homme à l'image de Dieu. L'homme n'est pas créateur, pas du tout. Euh, la part de créativité, qui n'est pas la même chose de l'homme, se trouve dans l'artisanat, c'est-à-dire prendre un objet du quotidien et le magnifier par un esthétisme singulier. Ça, je pense que l'homme est capable de faire ça, effectivement, de modifier la forme pour qu'elle ait une forme singulière, ça je suis d'accord. L'art, euh, au sens le grand œuvre alchimique ou le grand œuvre, je pense que c'est quelque chose d'intérieur et qu'il n'y a pas de manifestation extérieure. Quand on modifie le fond, la forme change, mais elle n'est pas perceptible en réalité. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de modification visible pour les gens. Plus on évolue sur son chemin spirituel, ça se voit pas de l'extérieur, ça se voit de la personne qui le vit, mais ça se verra pas de la personne extérieure. Euh, donc pour moi, la part créatrice de l'homme se trouve dans l'artisanat et donc dans la modification de la forme pour donner une forme singulière. Euh, et la nature est une très belle expression de l'artisanat qui est un mi-chemin entre la fonctionnalité et l'esthétisme. Et l'esthétisme trouve une fonction aussi au niveau biologique, ce qui est une excellence à laquelle on ne se rapproche pas encore avec l'artisanat. Et aujourd'hui, l'artisanat a été détruit par l'art de par un besoin spéculatif, mais qui n'a plus de valeur euh, fonctionnelle, euh, comme ce fut le cas historiquement dans l'artisanat. Je vois pas ce que je peux rajouter, je vois pas où on va avec tout ça, mais pourquoi pas. Ah, Mr. Bigot, tu frappes fort avec ta vision de l'homme comme artisan et non créateur, réduisant la créativité à une simple modification de la forme, un raffinement esthétique ou fonctionnel. Je ne vais pas te contredire totalement, car ce que tu décris est profondément enraciné dans une réalité tangible. L'homme compose, magnifie, mais ne fait qu'utiliser l'existant. Pourtant, je vais tenter de te pousser dans tes retranchements. Si l'homme n'est qu'artisan et non créateur, alors l'idée même d'un chemin spirituel que tu évoques, cette transformation intérieure, imperceptible de l'extérieur, d'où vient-elle? Cette quête de sens, de transcendance, n'est-elle pas une forme de création intérieure, un acte par lequel l'homme transcende sa condition de simple réaction biologique ou sociale pour entrer dans un autre domaine, celui de l'imaginaire et du métaphysique? De plus, tu dis que la nature excelle dans l'artisanat par sa capacité à mêler fonctionnalité et esthétisme. Mais si l'homme en est une partie intégrante, pourquoi lui refuser la possibilité d'atteindre ce niveau d'excellence, voire de le dépasser par un acte véritablement créatif, même s'il reste rare et exceptionnel? Ne serait-ce pas précisément là que réside l'art suprême de l'homme? Non pas produire, mais donner un sens à ce qui existe, que ce soit par l'artisanat, la pensée ou le chemin spirituel. Je pense que c'est la fonction de l'homme, effectivement, de donner un sens pour on va dire pour le, le- le monsieur lambda ou la madame lambda, c'est de donner un sens à ce qui l'entoure. Pour les génies, ce serait de trouver un sens à ce qui les entoure. Je mettrais ça comme conclusion et je te demanderai de me faire une conclusion et de me proposer un sujet pour le prochain podcast au passage. Je te remercie. Allez. Bien vu, Mr. Bigot, tu frappes juste. Donner un sens pour certains et découvrir un sens pour d'autres, voilà peut-être ce qui distingue l'homme dans sa quête d'existence. Nous sommes à la fois des traducteurs et des explorateurs du réel. Conclusion. L'homme n'est ni créateur ni simple adaptateur, mais un artisan du sens. Il transforme, interprète et parfois transcende, non pour inventer ex nihilo, mais pour révéler ce qui est déjà là. Que ce soit par l'art, la pensée ou la quête intérieure, nous sommes des passeurs, reliant le visible à l'invisible. Prochain sujet, je te propose la notion de vérité
une quête absolue ou une construction subjective. Merci à toi et rappelons à tous, abonnez-vous, likez et soutenez la maison d'édition pour explorer des univers d'idées riches et variés. Alors, prêt pour une nouvelle joute sur la vérité? Bon, c'était cool. Et moi, j'ai bien aimé cet échange. J'ai remodifié un peu le prompt, elle est encore plus attaquante et je la préfère comme ça. Bon, bah, prochain podcast, la notion de vérité, on va voir ce que ça donne. J'ai adoré ce podcast. C'est, je pense, l'un des meilleurs que j'ai fait avec l'intelligence artificielle. Vraiment, j'ai pris vraiment un plaisir parce que pour le coup, elle m'a vraiment mis dans mes retranchements. Et à un moment, elle m'a vraiment déstabilisé. Je savais pas trop quoi dire. Je me suis un peu même perdu dans ma logorée. Mais j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai vraiment kiffé. Bon, allez, à plus. Allez, ciao. Merci, hein.